qu'on aurait tort de penser que Poutine serait fou. Ce serait aussi bête que de réduire le nazisme à une supposée folie d'Hitler. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, et nous faisons une deuxième édition d'une chronique que nous avions faite au temps du Corona avec Gérard Rabinovitch depuis Paris pour analyser à l'époque les discours et les postures des décideurs concernant la gestion en France comme en Israël de la pandémie. Or, nous reprenons donc depuis déjà une interview, cette chronique qui s'appelle Les temps qui courent, mais élargie aux problèmes de l'heure et à d'autres phénomènes marquants sur la scène internationale et évidemment en ces jours-ci dans le sillage de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, un point sur, si vous voulez, sur différents angles d'analyse. Alors, je crois que ce qui vous préoccupe, il faut le dire avant de poser les questions, vous présenter aux auditeurs. Gérard, vous êtes, je rappelle aux auditeurs que vous êtes chercheur et philosophe du politique, mais aussi directeur de l'Institut européen Emmanuel Levinas, de l'Alliance israélite universelle à Paris. Vous êtes essayiste et encore auteur de nombreux livres, dont les deux derniers s'intitulaient en 2018 Les leçons de la Shoah, qui est paru aux éditions Canopée, et un ouvrage qui vient de paraître fin février, donc très récent, qui pose une question, une question de l'heure aux éditions Hermann, dans la collection des questions sensibles, sous le titre « Crise de l'autorité, crise de la vérité », avec un sous-titre qui en dit déjà assez long, « La désagrégation du politique ». Donc Gérard, cette crise ukrainienne qui vous tient particulièrement à cœur en tant qu'observateur, vous l'analysez tout d'abord dans un environnement, culturel et historique, qui sont les douloureuses terres ukrainiennes. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Merci d'abord, Richard, de cette invitation. Et en effet, on est devant des événements assez dramatiques, tragiques, mobilisants, qui appellent des commentaires, mais des commentaires qui ne peuvent être que contrastés et fragmentaires. D'abord parce que rien n'est fini, loin de là, je pense, que beaucoup de rebondissements, de nouvelles tragédies sont à prévoir, et bien plus sûrement que de l'apaisement. Et un apaisement d'ailleurs que certains envisagent avec l'impatience d'un dormeur réveillé en plein rêve et qui attend de s'y glisser. Ensuite, il y a beaucoup de dessous de cartes, même tant de dessous de cartes qui seraient assez prétentieux et grotesques, comme un bavardage de comptoir éméché, de tirer des lignes majeures. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui montent leur nez et qui méritent un commentaire, qui doivent être écoutées, qui sont à la surface de l'espace public dont les médias se font les véhicules. Pour répondre à ce que Richard vous venez d'évoquer, oui, en effet, c'est d'abord dans mon histoire personnelle, cette scène-là de l'Ukraine, ces villes bombardées, dévastées, martyrisées, et qui vont encore l'être. Je les ai jamais vus, je n'y suis pas allé, mais c'est le paysage mental reçu à la fois par transmission politique, langagière et littéraire de ma famille. Mes grands-parents et mes aïeux sont tous de là-bas, selon une ligne qui court depuis la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. Kovno, Kamenets-Podolsk, Kishinev, Odessa. C'est cette zone de résidence dans laquelle les Juifs étaient astreints de résider sous l'empire des tsars depuis Catherine II. Et c'est aussi une terre de sang et de douleur. C'est des terres de germination et de fécondité tout en même temps. Terre de sang et de douleur en ce moment, mais il faut se souvenir, en remontant le temps, c'est la terre de la Shoah par balle, de l'extermination des populations juives
dans des massacres dans le sillage des avancées de la Wehrmacht et perpétués par les groupes Einsatzgruppen, secondés par les milices nationalistes ukrainiennes bandéristes. Avant ça, c'était la terre de la grande famine, Holodomor, dans les années 30, organisée par le pouvoir stalinien sous prétexte de dékulakisation et qui a fait des millions de morts. C'est encore les terres de la guerre civile des années 20, des brigandages aussi bien blancs que rouges, des pogroms massifs, des bandes cosaques de Petloura ou de Boudieni. C'est la terre des pogroms depuis 1880, répétée ensuite de 20 ans en 20 ans, et des accusations de meurtre rituel. Et on peut même remonter jusqu'aux révoltes cosaques de Khmelnytsky, au milieu du XVIIe siècle, et qui furent déjà l'occasion de massacres. Mais c'est en même temps une terre de germination et de fécondité, c'est celle de la production céréalière cruciale à l'échelle mondiale, c'est celle d'une grande culture et d'une haute culture chrétienne orthodoxe, c'est celle de grands écrivains de la littérature slave, Gogol, Bulgakov, Sacher Masoch, Conrad, Alexievitch, c'est celle d'éminents savants, et c'est celle aussi d'une haute culture juive, celle des grands maîtres de Chassidisme, des grands écrivains juifs majeurs comme Sholem Aleichem, comme Isaac Babel, comme Bialik, comme Joseph Roth, comme Stanislas Lem, comme Vassili Grossman, de musiciens, je ne vais pas tous les énumérer, des grands musiciens internationaux. C'est celle de fondateurs, des figures du fondement du sionisme, comme Jabotinsky, Aram, Pinsker. C'est celle des juristes du droit international en protection de l'humanité, comme Raphaël Lemkin ou Hersch Lauterpacht. Et puis, c'est aussi celle de Golda Meir, Moshe Dayan, Ben Zvi, Nathan Sharansky, du Rebbe Menachem Schneerson. Tout cela pour indiquer que rien n'est anodin. Alors justement, Gérard, c'est important que vous précisiez ce rappel historique et culturel qui compte, parce que ce sont des terres porteuses à la fois de négativité et aussi de choses beaucoup plus constructrices. Est-ce que comment vous expliquez je dirais que le despote, parce que c'est un régime despotique que celui de Poutine, tout d'un coup a surpris tout le monde en s'engageant dans cette invasion de manière très brusque et on pourrait se demander pas seulement quels sont ses objectifs, la presse le fait du matin au soir, d'ailleurs en se trompant souvent, certains pensant qu'il a disjoncté, mais les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus, je dirais, quelquefois étonnantes. Alors quelle serait votre réponse à vous ? Qu'est-ce qui motive Poutine et comment vous voyez cette application de la force, cette mise en place de la destruction et de la force en Ukraine ? Je pense que les vrais experts s'expriment peu dans l'espace public, et c'est ce que je disais en ouverture, et je voudrais pas tomber dans des bavardages. Pourquoi Poutine fait ça? Je ne suis pas dans les secrets d'alcôve de sa pensée. Par contre, on peut remarquer un certain nombre de choses. On peut remarquer que c'est lui-même qui disait ancien du KGB, ça n'existe pas, soulignant qu'on l'était une fois pour toutes. Et il l'était du KGB. Et on peut penser que depuis l'Okhrana tsariste, en passant par la Tchéka, le GPU, le NKVD, le KGB, le GRU, le FSB, il y a en Russie une longue tradition de brutalité, de coups tordus, d'intimidation et de meurtre des services secrets. Ils n'en ont pas l'exclusivité, mais ils en ont l'absence de retenue. Par ailleurs, je pense aussi qu'on aurait tort de penser que Poutine serait fou. Ce serait aussi bête que de réduire le nazisme à une supposée folie d'Hitler. Poutine n'est pas fou, il a un projet de longue date qui est cohérent, qui est solide, mais qui est tout à fait antidémocratique. Et c'est ça notre préoccupation. Les indices n'ont jamais manqué depuis le rétablissement musical de l'hymne soviétique en hymne de la Russie,
depuis la liquidation des opposants dont la tête dépassait, comme Nemrov, comme Khodorkovsky, comme Navalny, etc., de l'usage des bandes armées tchétchènes islamiques ou des bandes armées des milices privées de Wagner, par exemple, néo-nazis, du musellement de l'opposition à la fermeture de l'association mémoriale, ça, qui sonne vraiment le glas de ce mythe de la perestroïka. On est devant un projet qui est un projet antidémocratique et de reconstruction de la Russie, mais aller au bout de ça, je ne saurais pas en dire davantage. Je laisse à des spécialistes du monde slave d'en avoir peut-être un certain nombre de paramétrages qui pourraient le parler. Par contre, ce qui peut être observé, c'est quelque chose un peu à côté. C'est comme si sur cette scène-là et derrière les arguments, les narrations, les figures idéales, etc., il y avait quelque chose d'autre qui vibrait ou qui résonnait. C'est ce que vous appelez la virilité du muscle, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait une espèce comme si quelque chose venait se mettre sur la scène dans des habits de représentation qui était celle de du virilisme du muscle exhibé contre, du côté ukrainien dans ce cas-là, une espèce de virilisme moral. Ou héroïsme moral, on pourrait dire aussi, non ? Oui, mais il y a deux. La virilité, c'est pas un défaut. Hein. La virilité, il y a la virilité brutale, ordinaire, oui. Celle du muscle, et puis il y a la virilité morale, celle de l'esprit, quand même. Poutine, il se présente, il aimait se présenter. D'ailleurs, il n'était pas le seul. Il y avait aussi les leaders de la Bulgarie il y a quelques années. J'avais observé ça, torse nu, en cow-boy de la toundra, de la taïga. Et puis, d'un autre côté, on a maintenant un espèce de Zelensky qui s'est métamorphosé depuis ses pitreries de la scène. À travers son élection, à travers la série Serviteurs du peuple, en quelque chose de tout à fait autre. De Zelensky, Poutine disait, dans un langage qui est un langage de brutalité assez mafieuse, que ça te plaise ou non, ma jolie, faudra supporter, ma jolie. Peut-être c'était une allusion au déguisement parodique que Zelensky et ses copains avaient sur la scène pour critiquer les politiques ukrainiennes dans les années 2010-2015. Mais quelle réplique lui fait Zelensky indirectement, lorsqu'il répond à Biden, qui lui propose une exfiltration au premier jour de la guerre, j'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. Moi, je crois que là, il s'est passé quelque chose qui est une espèce de parole métabolisante et fondatrice pour Zelensky, une parole qui deviendra peut-être légendaire, mais surtout qui a changé la donne en Occident. Elle a mis à nu la lâcheté des dirigeants occidentaux, peut-être même leur arrangement avec Poutine, préformaté déjà sur le sort de l'Ukraine, et elle a donné à ce drame une dimension symbolique et imaginaire tout à fait différente. On discerne donc sur cette scène quelque chose de l'ordre d'un presque un Kulturkampf autour de deux types de virilité, quoi. C'est une opposition d'ailleurs que Freud avait déjà établie dans L'homme Moïse et la religion monothéiste, entre ce qu'il appelait la virilité du muscle et celle de l'esprit, celle du paganisme d'un côté et celle du monothéisme hébraïque de l'autre d'ailleurs. C'est comme ça qu'il le définissait. Il y a ceux qui vont se pâmer avec des yeux de chimène devant le supposé mâle alpha, ceux qui ne rêvent que de soumission au chef de la horde en régime politique, tous ces poutinocrates, par exemple dans la classe politique française, ceux qui rêvent d'un Poutine français, et puis, ou alors ceux qui rêvent de ces pâles copies comme Chavez, le Vénézuélien, ou Orban, le Maillard, vous avez compris de qui je parle, de cette triade-là. Et puis il y a ceux qui admirent Churchill, Jabotinsky, Begin, De Gaulle, Ben Gurion,
là où s'incarne une virilité vraie, qui est celle de l'âme. Et ça, c'est une vraie césure qui est aussi sur la scène ou dans l'arrière-scène, mais plus porteuse encore, des récits supposés de pourquoi Poutine ou pas. J'allais vous demander, puisque c'était un des points qu'on voulait aborder, c'est les retombées, puisque vous êtes installé à Paris, vous êtes un observateur de la scène française aussi, c'est les retombées russophobes en France qui sont assez catastrophiques, excessives, et qui rappellent par certains relents les mauvaises odeurs de la campagne BDS contre Israël, sous prétexte que le régime Poutine agresse effectivement l'Ukraine. Eh bien, il y a des gens qui prennent de manière pavlovienne, qui ont un réflexe anti-russe qui se manifeste dans les rues de Paris aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, Richard, c'est vraiment un transfert à grande échelle du pattern BDS antisioniste. C'est un transfert pour un moment. Hein. Je pense que il ne va pas manquer de revenir renforcer contre Israël une occasion prochaine. Hein. On ne va pas en douter. Mais on assiste, on entend, on a l'écho d'établissements russes, d'épiceries, de restaurants menacés, d'artistes déprogrammés de salons d'exposition, de concerts, de festivals, de résidents même, là c'est tombé hier dans l'information publique, de résidents privés d'accès à leur compte en banque, leur revirement bloqué. Il ne s'agit pas d'oligarques, hein, il s'agit de communs de mortels, d'auteurs et œuvres blacklistés. Je reviens à un aspect qui est quand même important, parce que on voit bien que, vous le disiez en exergue, que c'est aussi une crise de civilisation, un phénomène culturel, que cette guerre, en tout cas l'environnement qui accompagne cette guerre, il y a aussi les erreurs, l'erreur patente de Zelensky que, à juste titre, vous épingliez positivement comme un héros moral, un homme qui a endossé une virilité morale, mais il y a aussi son erreur, que vous allez nous expliquer en quelques mots, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Son discours à la Knesset courant mars est tombé les pieds dans le plat, puisqu'il a comparé les affres de l'invasion iranienne à ceux de la Shoah, et ça a déplu à tout le monde dans l'hémicycle à Jérusalem, toute tendance confondue, parce que, évidemment, on ne peut pas nous la jouer à nous, Israéliens, juifs, conscients de notre passé, de faire des comparaisons pareilles, fût-ce dans la détresse dans laquelle se trouve Zelensky, et c'était un épisode malencontreux des relations entre l'Ukraine en guerre et Israël. L'invasion russe, hein, Richard, oui, pas l'invasion iranienne. Oui, mais oui, c'est très juste, c'est une maladresse très affligeante, qu'il a corrigé d'ailleurs dans la nuit, mais qui témoigne d'abord de l'ignorance dans laquelle ont grandi les générations d'après-guerre dans l'Union soviétique. Hein. Il ne faut pas oublier que en Union soviétique, la Shoah n'est pas du tout perçue comme une rupture de civilisation, comme ici en Occident, on peut en avoir l'intuition. Elle est éventuellement un crime ethnique, au mieux, et qui a longtemps été effacée dans le mémorialisme soviétique. Donc, je trouve que ça témoigne d'un déficit de connaissance et de compréhension. Et comme on a bien vu que à chaque fois qu'il s'adressait à une assemblée de représentants de nations, il cherchait à utiliser et à leur parler à travers une expérience qui appartenait à leur propre histoire. Il s'est gravement planté. S'il avait eu plus de connaissances, y compris de l'histoire récente d'Israël, il aurait été, et c'est son ignorance, il aurait été bienvenu, parce que l'analogie était cette fois-ci plus juste, de comparer avec la guerre de Kippour, par exemple, l'attaque sur tous les fronts d'Israël par les forces des pays arabes. Alors, est-ce qu'il l'a pas fait parce qu'il l'ignore, ou est-ce qu'il l'a pas fait par tactique politique, arrangement politique, pour ne pas mettre sur la scène l'ensemble des pays arabes? Ça, je peux pas le dire, j'en sais rien. Mais l'analogie, elle aurait été tout à fait pertinente. Hein. Rapport de force, régime tyrannique, autocratique contre démocratie, volonté d'effacer Israël, comme la volonté pour la Russie d'effacer l'Ukraine comme une nation distincte. Et puis l'analogie, je dirais, presque mentale, parce que
qui était derrière l'idée de la guerre de Kippour et d'attaquer le jour de Kippour. Les Russes. C'était le KGB et les Russes. Oui. Bien, alors... Il a loupé le coup, là, il a loupé le coup. Mais je pense que c'est plus un symptôme de quelque chose, de l'ignorance encore dans ces régions-là de ce qu'a été réellement la Shoah, plutôt qu'une faute morale. C'est ça. Alors, écoutez, on est arrivé au terme de l'émission, mais peut-être en une phrase, en une pirouette, il y avait un autre sujet peut-être qui fera l'objet d'un prochain entretien entre nous, à savoir que la Palestine n'est pas l'Ukraine et les Palestiniens ne sont pas les Ukrainiens. Peut-être en pirouette et en annonce de ce qu'on pourra approfondir lors de notre prochain entretien, puisqu'il nous reste vraiment, on a excédé le temps. Qu'est-ce que vous nous annonceriez au menu d'une réflexion sur ce thème pour la prochaine fois? Les Palestiniens, les organisations palestiniennes et puis leurs affidés antisionistes, ils nous rejouent toujours l'international des victimes. Alors, ils s'attribuent une factice similarité avec les Ukrainiens et évidemment, ils assimilent Tsahal avec l'armée de Poutine. Sauf que la culture démocratique est plus en partage entre l'Ukraine et Israël et la tyrannie mafieuse, elle, entre l'actuel pouvoir en Russie et puis le leadership palestinien, évidemment. Oui, ça leur échappe totalement. C'est un plat consistant sur lequel on reviendra, si vous voulez, dans notre prochain entretien. On a prévu toutes les 5 semaines, en gros, de refaire notre chronique Les temps qui courent. Je vous remercie, Gérard. Je suis navré de devoir arrêter votre verbe. Et on vous remercie aussi pour le temps que vous nous avez consacré. On remercie les auditeurs de nous écouter. Merci. À bientôt et à la semaine prochaine.